Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Draguignan Gaming Festival, bienvenue aux passionnés de jeux vidéo, aux passionnés du monde du numérique et aux curieux de l'univers e-sport. En effet, notre conférence, ou plutôt table ronde, va parler du sujet de la diversité au sein de l'e-sport et de ses évolutions. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et puis je suis très bien accompagnée. J'ai à ma gauche ou à votre droite David Combarieux, qui est le président de l'association Andy Gamers et cofondateur de HitClick. Et à ma droite, alors, du coup, j'avais Mathias Davy normalement, qui était donc le président de la mission locale de la d'Aix-en-Provence. mission locale Voilà. d'Aix-en-Provence et qui a créé la Gaming House de l'insertion l'insertion. Aix-en-Provence. Voilà, du très coup, bien. moi je suis Corentin Ferrière et je m'occupe de son développement du coup. Voilà. Parfait, enchanté. Donc, moi-même, je suis Audrey Proto, je suis médiatrice numérique au sein de l'association Mode 83, mais je suis également streameuse. Donc, je suis plutôt très bien immergée au cœur du monde digital et j'explore beaucoup, j'ai tendance à beaucoup connaître ce qui se passe un peu donc, dans les échanges entre la technologie et la société. Et en tant que streameuse, je suis beaucoup dans l'univers aussi du jeu vidéo, qui est un espace d'ailleurs au fil des années qui a très bien évolué, vraiment fortement évolué d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on se penche sur un aspect particulièrement captivant de cet univers, c'est donc la diversité dans l'e-sport. Donc ce n'est plus un secret que l'e-sport ne se limite plus à une niche, mais devient une scène mondiale qui accueille des talents de tout horizon. Des joueurs aux styles de jeux variés, des créateurs de contenu aux influenceurs, tous contribuent à tisser la richesse de ce tissu social qu'est l'e-sport. Au cours donc de cette table ronde, nous allons explorer les évolutions significatives qui redéfinissent le paysage de l'e-sport sous l'angle de la diversité. Nous allons discuter des avancées notables, des défis à surmonter, des opportunités à saisir pour que l'espace du jeu vidéo reflète véritablement la diversité de notre monde connecté. Voici donc, bienvenue à tous. Merci beaucoup, c'était cette introduction. Alors avant tout, messieurs, j'aimerais beaucoup que vous me parliez de votre parcours et de votre implication dans le domaine de l'e-sport. Bonjour, donc David Combarieux. Mon parcours, moi j'ai travaillé dans l'électronique, l'informatique pendant X années. En 2011, j'ai mon beau-fils qui a eu un accident, qui est devenu tétraplégique. Et on va dire quelques années après l'accident, vers 2014-2015, il a commencé à me demander clairement de l'aider à jouer sur sa PlayStation, puisqu'en fait, il a perdu la mobilité au niveau des doigts, et donc il ne pouvait pas utiliser les manettes. Donc on va dire que d'un besoin familial est sorti un projet aujourd'hui qui a pris pas mal d'ampleur, avec deux structures, une association et une entreprise. Superbe. Voilà, Donc votre association, ça fait 6 ans que je fais quasiment plus que ça. D'accord. Il me semble que c'est 2017, Andy Gamers. Ouais, le projet, on l'a lancé en 2017 et on a créé la structure en 2019. D'accord. Il me semble en plus que vous n'avez pas protégé le nom Andy Gamers, d'après ce que j'ai compris, pour que tout le monde puisse se l'approprier. Oui, on a donné le nom à l'association, c'est l'association Andy Gamers. Mais effectivement, je n'ai pas voulu donner le nom à une entreprise parce que le nom était déjà un petit peu utilisé. D'accord. En France, parce que le terme Andy Gamer, c'est quand même très français. Les pays anglo-saxons n'utilisent pas ce mot-là. Mais j'ai préféré le laisser sur une structure associative. D'accord, très bien. Merci pour votre présentation. À vous. Moi j'ai commencé très tôt, génération Game Boy, PlayStation, et dès que l'ordinateur est sorti, j'ai commencé à jouer à CS. Donc là c'est aux alentours de mes 13-14 ans. Je suis rentré dans une structure qui s'appelait à l'époque Electronic Skills, sur lesquelles on a fait top 10, c'est l'amateur série France. Ensuite, je suis rentré, j'ai découvert League of Legends, du coup, le fameux, et je suis rentré dans une structure qui s'appelait Synergy à l'époque, sur laquelle on a tout construit. C'était une grosse structure qui jouait sur Call of Duty, FIFA en Top FR et Top Europe. Et nous, on a commencé à créer du coup toute la partie League of Legends. Suite à ça,
le temps des études. On a fait un break de 5 ans pour pousser les études. Et depuis peu, là, j'ai lancé mon activité du coup en conseil, en accompagnement, conseil, gaming et e-sport. Et du coup, je travaille à la mission locale d'Aix-en-Provence pour développer la gaming house de l'insertion qui a ouverte il y a un peu plus d'un an maintenant. D'accord. Ah oui, c'est tout récent. C'est vrai qu'il y avait l'impression que c'était déjà bien en place, C'est bien en mais c'est place. encore très récent. C'est bien en place, mais ouais, elle n'a qu'un an. Elle n'a qu'un Ah an. oui, Et donc on vous avez fait énormément de choses en un très an, peu de temps. en un an déjà. Ouais, D'accord. exactement. Formidable. Exactement. Ouais, du coup, par rapport à la Gaming House de l'insertion, à l'heure actuelle, je sais que vous avez prévu de l'étendre. Où ça en est? Alors là, aujourd'hui, au sein de la Gaming House de l'insertion à Aix, donc en effet, on va l'étendre. Donc c'est-à-dire que le modèle est affilié sous le nom de Gaming House de l'insertion. L'objectif, c'est qu'il y en ait de plus en plus dans plusieurs villes qui s'ouvrent. Donc là, il y a Carcassonne qui va ouvrir prochainement. Donc on Ok. est sur la deuxième officielle et il y en a plusieurs qui vont ouvrir sur 2024. Donc ça, c'est pour l'ouverture de plusieurs Gaming House de l'insertion. Au sein de la Gaming House, ce qu'on appelle nous la Jeans, du coup, il y a plusieurs volets en fait. Il y a vraiment un volet de développement de compétences à travers du coup le gaming, le numérique et l'e-sport. Et après, on a aussi tout l'aspect événementiel, gaming pur, ouverture, développement de compétences du gaming et également des événements ouverts tout public où on se sert du lieu du coup pour faire un rencontre de plusieurs communautés. Voilà. Formidable. Super. Alors du coup, par rapport à l'e-sport, est-ce que vous, par rapport à votre association, par rapport à Handy Gamers, ce que vous créez aide ces joueurs à pouvoir atteindre le domaine de l'e-sport? Alors, si on parle d'accessibilité du jeu Oui. vidéo, il y avait un premier obstacle pendant des années qui n'a pas été traité par l'industrie, qui était l'accessibilité au handicap, quels que soient les handicaps, physiques ou sensoriels. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de solutions. L'industrie quand même se penche sur ces questions-là et améliore l'accessibilité. Et donc, oui, aujourd'hui, on voit des joueurs qui montent en compétences, en performance, mais qui ne jouent pas comme les autres, qui jouent avec du matériel différent, avec, avec leur mobilité et leur capacité physique, mais qui arrivent à être performants quand même sur des jeux. Donc en France, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont pour l'instant percé, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, par exemple, c'est quelque chose qu'on commence à avoir émergé. Oui. D'accord. Oui, donc ça commence là-bas, mais ça va certainement arriver aussi davantage Oui, ici, tout du à coup. fait. En fait, c'est des étapes. Le premier obstacle, c'est qu'on puisse jouer déjà, donc ce qui n'était pas le cas. Une fois que ces joueurs peuvent jouer, ont accès aux jeux, aux consoles, etc., bah, après, rien ne les empêche effectivement de monter en performance. Voilà. Là, j'ai vu que PlayStation sortait une manette justement liée à l'accessibilité. Est-ce que pour vous, c'est une belle opportunité pour les joueurs que de sortir un tel Alors, ce qui est tel objet? compliqué avec ce type d'équipement, c'est que donc c'est une vraie manette que Sony va commencer à commercialiser. Et les livraisons vont arriver en décembre. Cette manette, forcément, elle peut pas être miraculeuse et couvrir tout type de handicap, on le sait. Mais moi, je le vois comme un outil supplémentaire qui va permettre à plus de joueurs de pouvoir accéder du coup, à la PS5 de manière plus facile. Donc ça va faciliter le jeu à pas mal de gens, je pense. Moi, mon travail, ça va être aussi de tester à fond cette manette et de vraiment voir tout ce qu'on peut faire avec pour pouvoir conseiller au mieux les personnes qui en ont besoin. Ok, formidable. Donc là, à l'heure actuelle, il y a PlayStation, mais il y en a d'autres qui ont déjà sorti des manettes similaires? Oui, il y a un système Microsoft donc pour la Xbox D'accord. qui est sorti en 2018, qui s'appelle le Xbox Adaptive Controller, qui n'est pas du tout fait comme une manette. Là, du coup, c'est plutôt une plateforme avec des prises D'accord. sur laquelle on peut connecter des accessoires, donc des joysticks, des boutons, et donc on peut se faire un setup de jeu totalement personnalisé. Ah oui, Donc ça, formidable. c'est vraiment un parti pris différent qui avait été fait par Microsoft. C'est très très utile parce que c'est très très souple d'utilisation. Donc par exemple, en milieu médico-social, en milieu hospitalier, ils utilisent le dispositif parce qu'on peut adapter l'expérience de jeu à chaque personne très facilement. Ah oui, d'accord. Et vous, donc, par rapport à HitClick, vous concevez aussi, du coup, Oui, parce qu'en fait, autour du système de Microsoft, il faut des accessoires
qui sont en Europe très très peu nombreux. D'accord. Ça a été développé aux États-Unis, donc avec des startups et des associations américaines. Donc sur le marché américain, ils ont des accessoires qui fonctionnent dessus. En Europe, il n'y avait pas grand-chose. Donc c'est vrai que du coup, avec HitClick, on s'est concentré aussi sur ces besoins-là pour proposer des périphériques qui sont compatibles. Formidable. Donc là, pour l'instant, vous, par rapport à l'association et aux personnes que vous aidez, pour le moment, en termes pour revenir à l'e-sport, pour l'instant, on n'y est pas encore, malheureusement. Alors, il y a une initiative qui a été montée justement par mon beau-fils. D'accord. Une fois qu'il a eu sa manette, il m'a dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est la compétition. Ah, formidable. Donc, il a créé une équipe qui s'appelle Rebird eSport. Ça s'est fait au fil de rencontres. Donc, c'est des joueurs qui ont tous un handicap, mais tous différents. Il y a aussi des équipes mixtes qui ont été montées, donc handi et valide sur les mêmes jeux. Et ça a permis en fait de fédérer un peu un groupe et de les aider à se motiver aussi pour s'inscrire sur des compétitions. Donc on va dire qu'il y a eu un bon démarrage avant le Covid. Le Covid a un peu cassé l'élan, mais voilà, c'est une première expérience qui est intéressante. Il y a aussi des joueurs comme Sans les mains, qui est très connu sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui joue avec la bouche essentiellement. Et là, en fait, il a énormément médiatisé sa façon de jouer. Donc, oui, parce que les streamers sur il Twitch, stream, mais il stream aussi en se filmant en train de jouer. C'est vrai, Donc, en fait, il n'y a pas du tout l'anonymat qu'on peut avoir derrière du jeu en ligne. Là, au contraire, il met en avant sa façon de jouer avec pas mal d'humour. Et ben, en fait, il a vraiment explosé au niveau audience. Aujourd'hui, il a été invité, par exemple, sur des scènes e-sport pendant la à la Paris Games PGW Week. avec Wastug par rapport à Apex. On joue au même jeu, donc on s'est connus. Et bah, pour lui, c'était aussi une satisfaction d'être invité pour ses qualités de streamer et pas juste parce qu'il a un handicap. Oui, bien donc sûr. là, c'est vraiment son profil de streamer qui l'a propulsé sur la scène. Donc c'est vrai qu'il est très très fier et il peut c'est la preuve que le jeu vidéo, en fait, il est vraiment ouvert à tout le monde. Et ça, c'est Ouais, magnifique. c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une fois qu'on a le bon matériel et qu'on est performant, bah on peut être compétitif, on peut streamer et on peut monter en niveau. Ça reste accessible à tous, c'est ça qui est formidable. Par rapport à la gaming house de l'insertion, est-ce que du coup, donc vous disiez que vous essayez de révéler aussi donc les talents, les compétences, donc il n'y a pas simplement pour aider les jeunes à trouver un emploi, puisque c'est ça, hein, l'insertion, ça va vers l'emploi aussi. Mais est-ce que du coup, il y a cet aspect e-sport au sein de la gaming house? Ça arrive. Donc là, on a initié depuis le mois d'octobre en fait des journées types. Donc la première étape en fait, c'était de créer du lien entre tous les habitués de la gaming house, parce qu'en fait ils intègrent la gaming house selon les ateliers qui viennent. Donc généralement c'est des cycles de 15 jours sur lesquels il y a 6 personnes qui viennent au sein de la gaming house suivre des ateliers. Mais donc toutes ces personnes-là se voient pendant 15 jours et après généralement perdent un peu le contact, etc. Donc là on est reparti de ça pour créer des journées types. Donc il y a eu des journées du genre trouve tes mates. Donc là l'idée c'était tout simplement de venir, d'échanger, trouver des copains de jeu. On a créé des tournois aussi, le meilleur duo, toujours pour favoriser. Donc là on essaie aussi de faire de l'inclusion sociale. Donc c'est l'idée de venir jouer avec son grand frère, avec sa petite sœur, avec son papa, sa maman. Bon, les parents ça reste toujours encore un petit peu compliqué. Et là, le troisième pan qui arrive pour 2024, c'est on a l'ambition d'ouvrir une académie, donc ouverture d'équipe. Donc là, pour vraiment révéler les talents du territoire, et on base uniquement notre stratégie là-dessus, sur le territoire. Donc c'est vraiment l'élément différenciant, c'est qu'ils se connaîtront tous en physique, ils vivront tous une expérience en physique. Donc on va travailler sur la cohésion, sur la motivation, sur l'amitié, sur toutes ces belles valeurs qu'on aime dans les jeux vidéo. Et on espère pouvoir comme ça créer non pas spécialement des talents individuels, mais une équipe qui sortirait peut-être de nulle part, un peu à la coup Tigers, et qui se dirait, voilà, on a vraiment développé une relation particulière parce qu'on s'apprécie, on s'aime et on est des frères, quoi, des frères ou des sœurs. Donc l'idée 2024, c'est l'objectif de lancer un peu de la compétition au sein de la gaming house. On verra ce qu'on arrivera à faire, parce qu'en se basant uniquement sur le territoire, du coup, on se prive de talents de la France qui voudraient rejoindre le projet.
Mais on est convaincu, on a déjà quelques pépites dans les tuyaux, donc on espère que ça va sortir bien pour 2024. Magnifique. Ouais, très Je bien. suis très heureuse d'entendre tout ça, c'est formidable. Peut-être que pour l'instant, comme vous dites, vous allez rester sur des personnes ici, mais peut-être que vous ouvrirez à d'autres personnes plus tard. C'est cette évolution dont on parle. Mais en fait, ce qui est important pour la mission locale, c'est on s'adresse aux jeunes du territoire. Oui, donc en Donc fait, du coup, ce sera toujours associé à la jeunesse du territoire. ça sera le Et défi des autres missions locales de exactement, reproduire et de permettre à tous. exactement. Peut-être qu'après, vous pourrez faire des compétitions e-sport entre les missions locales. Il y a des idées comme ça qui peuvent arriver, Ça mais serait oui, génial. ouais, ce serait incroyable. Tous les jeunes de mission locale pourraient s'affronter les uns contre les autres et ouais, ça fait vite des compétitions. Après, bon, maintenant, il faut voir en fonction des jeux avec les éditeurs comment on peut s'arranger ou pas pour essayer de faire quelque chose de bien. Mais dans l'idée, ouais, ce serait incroyable. Ce serait incroyable de se lancer sa compétition, son circuit de compétition au sein des missions locales avec toutes les gaming houses qui vont popper un peu partout en France du coup. Ah, c'est fabuleux comme projet. On m'entend toujours? Ah ok, faut me baisser. J'ai l'impression de plus m'entendre. Alors, du coup, j'ai votre parcours, j'ai votre implication. Euh, donc, je pense qu'on a un petit peu aussi parlé à peu près des défis. Quel défi? Ah oui, voilà, là je m'entends. Quel défi vous avez l'impression là maintenant, à présent, qu'il va falloir surmonter? Parce que du coup, on commence à avoir les moyens. Mais quel défi vous avez l'impression qu'il va falloir surmonter? Ouais, à mon niveau, les défis, ça reste les mêmes qu'au début. C'est-à-dire que les choses évoluent, bien sûr, mais je pense que moi, je travaille beaucoup sur le handicap moteur et on sait bien qu'il y a besoin de faire du sur-mesure. Donc, en fait, le défi, c'est de continuer à développer ce qu'on fait en optimisant pour être capable de proposer des solutions matérielles qui restent personnalisées à chaque personne, mais sans que ça devienne une charge de travail énorme. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, si vous voulez, chaque année, j'ai plus de demandes que l'année d'avant. Les demandes ne font que augmenter au fur et à mesure où les gens nous découvrent et nous connaissent. Donc, on ne peut pas traiter tous les projets en sur-mesure totale. On ne peut pas faire un projet de 3 semaines pour une personne. C'est impossible. Donc, il faut optimiser, proposer une sorte de boîte à outils dans laquelle on va piocher pour faire une configuration de jeu adaptée à chaque personne. Donc, le défi, il est là. C'est un mélange entre industrialiser des choses et garder un côté artisanal qui est indispensable pour faire du sur-mesure. C'est le sur-mesure qui est, voilà, comme chacun vous disiez, il y a beaucoup de handicaps différents. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est ce que l'industrie du jeu vidéo ne sait pas faire. Microsoft a sorti une plateforme, Sony sort une manette, mais en fait, ils sortent un produit et il faut se débrouiller avec. Est-ce que vous avez peut-être réussi à rentrer en contact avec eux directement? Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait? Oui, ils nous connaissent au niveau de la France, que ce soit Microsoft France, Sony France, ils nous connaissent bien. Ils nous soutiennent un peu matériellement, on va dire. D'accord. Il n'y a pas vraiment de lien contractuel qui nous lie. C'est-à-dire qu'ils regardent ce qu'on fait avec bienveillance en disant bah, heureusement que vous êtes là. Mais voilà, ça s'arrête un peu là. D'accord, pour l'instant, c'est d'accord. Ils en sont pas encore au stade où peut-être ils adapteront leur système aussi réellement. Non, et puis il y a peut-être un sujet un peu compliqué, c'est que à partir du moment où moi je réponds aux demandes des utilisateurs, des joueurs, bah, en fait je traite toutes les consoles, toutes les marques. Et donc forcément, on ne peut pas être relié fortement à une marque parce que ça voudrait dire qu'on va laisser de côté toutes les demandes sur les concurrents. Et ça, c'est quelque chose que je ne veux pas Ah faire. oui, non, complètement. Voilà. Oui, en fait, il faudrait que tous soient d'accord pour travailler ensemble, main dans la main, officiellement. Il y a quand même la concurrence qui entre en jeu. Voilà, c'est ça. Voilà. L'interopérabilité des manettes. Une manette d'un constructeur ne va pas marcher sur la console de l'autre. Alors que si on regarde du point de vue du handicap, ce serait une progression énorme et une facilitation énorme pour jouer sur toutes les consoles. Dans un futur idyllique, on va l'espérer. Hein. Peut-être un jour. Nous, on milite pour ça. C'est magnifique.
Pour vous, les défis au niveau de la Gaming House? Toujours accueillir de plus en plus de jeunes sur les ateliers, parce que c'est vraiment à travers ça qu'on fait un tremplin, un développement de compétences sur le numérique principalement, le gaming et le sport aussi. Donc toujours avoir de plus en plus de jeunes qui sont intéressés par cette gaming house et donc avoir de plus en plus de cohortes qui se créent, avoir forcément les équipes qui se lancent et surtout c'est de pouvoir toujours continuer à parler de cette gaming house parce que tous les projets nouveaux, donc typiquement le lancement d'équipes, etc., là, il faut encore qu'on essaye de trouver des partenaires, il faut encore qu'on trouve ce qu'il faut pour que les joueurs soient dans de bonnes conditions. Donc, ça dépend encore un petit peu. Le défi va être de stabiliser l'académie pour l'année prochaine, je pense. Si on arrive à faire ça, après, on sera vraiment inséré dans le circuit compétitif, du coup, en fonction des jeux choisis, et ce sera vraiment la suite logique du projet qu'on initie là sur cette fin d'année. D'accord. Au niveau de la ville de Aix-en-Provence, ils sont à vos côtés? Ils sont à nos côtés, en effet. Donc, ils participent non seulement au financement, mais à tout ce qui est promotion du lieu, événementiel. Donc, ils sont avec nous et heureusement d'avoir la ville qui nous suit fortement là-dessus. Donc, ouais, on est très très bien avec la ville d'Aix-en-Provence. Et je pense même que c'est une volonté et c'est une fierté pour la ville d'Aix d'avoir cette gaming house de l'insertion qui est complètement novatrice et qui permet d'être une ville qui a eu une super idée et qui met des moyens en place pour les habitants du quartier, quoi. Ah bah Donc oui. ça, c'est super. Et c'est formidable de se rendre compte qu'avec l'évolution du jeu vidéo, que les villes de plus en plus se rendent compte que ça a une valeur, et qu'il faut le soutenir. Et on a la chance, nous aussi, à Draguignan, de pouvoir faire un magnifique festival pour cette deuxième année, grâce également à la ville. Donc, Sans la ville, c'est compliqué. Comme la plupart des sports traditionnels, je pense que les jeux vidéo vont vraiment s'inscrire là-dedans, où là, il y a une grosse évolution qui a été faite sur les 10 dernières années, mais on est aux prémices de ce qui va arriver. Entre aujourd'hui et dans 15 ans, ma conviction personnelle, c'est qu'une gaming house type ce qu'on fait à la ville d'Aix, il va y en avoir dans toutes les villes, dans tous les villages, comme un club de foot. Aujourd'hui, même le plus petit même le plus petit village, pardon, a son club de foot, a son club de sport. ouais. Et je suis convaincu qu'à terme, on va aller dans la même dynamique avec l'e-sport. Donc sans les villes, pour porter le projet, pour avoir justement cette empreinte sur ses citoyens, l'envie de faire des choses pour la jeunesse, d'écouter sa population tout simplement, je pense que les villes ont tout à faire, à nos côtés là-dedans. Ah oui, on est tout à fait d'accord. J'ai envie aussi de parler donc de diversité au niveau de vos joueurs. À l'heure actuelle, en termes de diversité que je veux culturelle, au niveau de hommes, femmes, Yel, est-ce que vous voyez une diversité aussi à ce niveau-là ou c'était tout juste le début? La diversité, on la voit. Maintenant, les difficultés, elles restent quand même très présentes. Quand on parle en tant que streameuse, je pense que tu Oui. as peut-être expérimenté, mais il y a quand même une toxicité en ligne. Il y a quand même un gros souci par rapport à la visibilité des femmes dans le streaming, dans le jeu vidéo. Ça, c'est un combat qui est loin d'être fini, à mon avis. Ah oui, tout à fait, ouais. Donc, bon, j'imagine les missions locales, elles ont un rôle aussi, hein, parce que du coup, éduquer les jeunes, leur montrer que effectivement, tout le monde peut profiter du jeu, tout le monde peut jouer ensemble. Il n'y a pas besoin de cloisonner, il n'y a pas besoin de mettre les filles d'un côté, il n'y a Ah pas ben besoin oui, de mettre les personnes handicapées je d'un suis tout autre. à fait d'accord avec ça. Voilà, donc ça, c'est des initiatives comme ça qui permettent d'avancer. Maintenant, nous, évidemment, en tant que structure associative aussi, évidemment qu'on essaye de mettre en avant aussi ces valeurs-là, c'est-à-dire que quand on participe à un événement e-sport ou jeu vidéo, évidemment que l'inclusion, elle est très large. On va au-delà même du handicap, hein. C'est Donc vous avez dans les aussi des messages. filles, vous, qui... Oui, tout à fait. On a tout type de public. On a tous les âges au niveau des demandes sur des salons spécialisés qu'on a pu faire par exemple avec l'AFM Téléthon. On a eu un public je dirais, de 4 ans à 74 ans. Hommes, femmes, enfants, tout type, quoi. D'accord. Donc oui, les utilisateurs sont de toute façon multiples.
dans la vraie vie, ils sont là. Enfin, je veux dire, le jeu vidéo, il touche tout le monde. Mais oui, tout à Maintenant, fait. c'est plus sur la scène e-sport et streaming qu'il y a encore ce problème de toxicité et de difficulté à, à se sentir bien quand on est une femme, par exemple. Mais surtout qu'à l'heure actuelle, on est presque à 50% autant de femmes que d'hommes qui jouent aux jeux vidéo. Donc c'est la preuve que on est censé réussir à atteindre cette parité, quel que soit après le jeu vidéo, l'univers et les métiers qui en découlent, quoi. Pour ma part, c'est vrai qu'en tant que streameuse, j'ai un point de vue assez quand même positif de l'évolution parce que, bon, je suis pas une très grosse streameuse, c'est sûr, pour le moment, je l'espère, on verra bien, mais du moins, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, j'ai eu quelques petites mauvaises expériences, mais à côté, j'en ai eu tellement de belles et vraiment, je trouve qu'il y a du positif et que ça va continuer à aller vers le positif. Je pense que ce qui va aider à éviter cette toxicité, ça va être la manière dont on s'en protège. À l'heure actuelle, je stream sur la plateforme qui s'appelle Twitch. Il y a tellement de moyens pour se protéger que vraiment, je pense, il y a moyen de vraiment mettre de côté le négatif et de vivre vraiment dans quelque chose de positif. En effet, le problème après, c'est que cette toxicité dont on peut parler ou ces choses un peu négatives, elles reviennent beaucoup sur les réseaux sociaux où là, pour l'instant, c'est pas encore très bien contrôlé, hein. Bon, voilà. Vous, au niveau de la gaming house, Oui. est-ce que vous avez aussi du coup des femmes qui viennent? Très peu. Assez peu pour le Très moment. peu. Alors, encore une fois, là, je parle sur la partie événementielle gaming pure. Là, on n'a pas énormément de femmes qui viennent. Par contre, sur les ateliers, là, il n'y a pas de différenciation. J'ai pas de statistiques exactes, mais bon, j'y suis passé hier après-midi. C'était une parité, c'était pareil. Ok. Là, ça dépend juste de est-ce que je suis un jeune qui a envie de participer à l'atelier ou pas. C'est pas une histoire de jeux vidéo, c'est pas une histoire de communauté. Donc là, sur ce levier-là, là, c'est diversifié. Maintenant, dans les événements, on reste traditionnellement sur une tranche d'âge qu'on connaît. Donc là, je n'ai pas vu sur les événements, j'ai pas vu de personnes de plus de 30 jusqu'à présent. Même si elles sont conviées, elles sont invitées, on n'a pas de plus 30. Aux plus jeunes, on a 11-12 ans. 11-12 ans, les premiers enfants qui viennent jouer à la Gaming House. Donc on est sur un bon 12-30. Et en termes de femmes, c'est encore faible. Mais par contre, toutes les femmes qui étaient présentes à la Gaming House se sont très bien senties. Elles ont été très bien insérées. Ça s'est très bien passé. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai que ça doit évoluer fortement parce que même si ça évolue, moi je trouve que ça évolue pas assez vite par rapport au temps qui passe. J'ai l'impression que les évolutions en 10 ans ont été minimes en fait et que on va vers du beaucoup mieux. Il n'y a pas à dire, mais il serait temps qu'on franchisse ce cap de beaucoup mieux en fait. Ouais. Parce que là, comme tu l'as dit, j'ai le sentiment qu'on a des moyens pour se protéger, on a des moyens pour faire comme si tout allait bien. Mais c'est pas ça l'objectif, c'est pas de faire comme si tout allait bien. L'objectif, c'est que tout aille bien. Oui, en fait. c'est ça. Et quand on arrivera à ce levier-là, je pense qu'on aura réussi quelque chose de très grand, quoi. Donc diversité, oui. Maintenant, on peut encore faire beaucoup, 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 beaucoup mieux, quoi. Donc là, vous parliez, vous, qu'au niveau de votre communication, quand vous allez sur les stands, vous en faites. Au niveau de la Gaming House, est-ce que pareil, il y a une sorte d'invitation à tous de quand même venir au moins. Alors, peut-être côté insertion, puisque c'est les jeunes qui sont visés, c'est 16-30 ans, il me Là, semble. c'est 16-25 ans. 16-25. 16-25 ans, donc sans situation professionnelle actuelle. Voilà. Donc pas en études ni en job. Et donc là, il suffit de s'inscrire à la mission locale. Et là, tous ces jeunes-là ont accès du coup au parcours à la mission au sein de la Gaming House, pardon. Pour vos événements, tout le monde peut venir. Oui et Entre non. guillemets. Dans le sens où on a 6 PC, on a 2 consoles, on a 50. On a un lieu de 100 mètres carrés, mais on a 50-60 mètres carrés qui sont exploitables
pour jouer. Donc forcément, là pour le moment, on est sur de l'invitation. Et donc après, ce qui est super, par contre, c'est de voir que chaque fois, il y a un copain qui ramène un copain. D'accord. Donc le fichier grossit très très vite. Mais par contre, en termes de fréquentation, au-delà de 20-25 personnes en simultané, ça devient compliqué. Oui. Parce que on va diminuer du coup l'expérience de ceux qui viennent. Et avoir du monde pour avoir du monde, c'est pas l'objectif non plus. C'est vraiment l'idée d'avoir une expérience avant tout. D'accord, très bien. Je jette un petit coup d'œil parce que j'ai l'impression qu'en fait, on a réussi à traiter beaucoup de mes questions, les unes avec les autres. Vous diriez que l'avenir de l'e-sport et de la diversité, du moins dans l'e-sport, elle augure du bon. Quel est votre ressenti sur le futur? Pour moi, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, pour moi, on a fait beaucoup sur ces 10-15 dernières années, mais pour moi, c'est les prémices de ce qu'on va faire maintenant. La phase exponentielle pour moi de l'e-sport va seulement arriver. Et ce qui existait aujourd'hui n'existera certainement plus demain. Et c'est là peut-être toute la difficulté de la période qu'on vit dans le monde du jeu vidéo et de l'e-sport. C'est que pour moi, le modèle actuel / ancien est dépassé. Et du coup, on est dans cette transition où il faut que ça se réinvente un petit peu. Et du coup, c'est là où on va ouvrir la porte pour la suite. Est-ce qu'on espère une accélération aussi? Exactement. On peut noter certaines associations comme Women in Game, Oui. qui font un super boulot voilà, pour protéger, promouvoir, faire connaître les joueuses dans l'e-sport. Après, je dirais aussi qu'il y a un rapprochement de plus en plus entre sport et e-sport. C'est un peu un phénomène un peu à la mode, mais qui est pas mal au niveau des leviers que ça peut amener. On va calquer en fait les valeurs du sport sur l'e-sport. Donc ça, c'est intéressant. Mais en fait, si on regarde ça, on voit aussi que dans le sport traditionnel, la visibilité des sports féminins, par exemple, pose encore problème. Et pourtant, ça fait quelques décennies que ça existe. Donc on se dit que voilà, dans l'e-sport, je pense que les défis, on les voit. Il y a des structures qui travaillent pour améliorer les choses, mais je pense que le travail ne sera jamais fini en fait. Après, je trouve que la différence entre le sport, c'est bien d'en parler aussi, et l'e-sport, c'est qu'en fait, au final, les hommes ont tendance aussi à dire que par exemple, un sport réellement comme le football ou quoi, il y a une réelle différence entre les hommes et les femmes, parce que forcément, on n'a pas la même anatomie, on n'a pas les mêmes... Voilà, bon, vous voyez de quoi je parle. Même si pas forcément toujours d'accord avec ça, mais c'est vrai que la nature a fait qu'il y a quand même une différence entre hommes et femmes. Je pense que dans le domaine de l'e-sport, cette différence, elle est totalement... elle n'existe pas en réalité, parce que tout va dépendre de notre esprit, des actions, de notre persévérance, en fait, de beaucoup de compétences qui sont propres à l'intérieur de nous, en fait, et pas tant physiques. Je pense qu'elle est là, réelle, la différence entre le sport et l'e-sport, je suis d'accord. En qui fait, va permettre une réelle diversité. Ouais. Toutes les associations qui militent pour l'inclusion dans l'e-sport vont dans ce sens. Alors que l'objectif, c'est que qu'on soit une femme, qu'on ait un handicap, qu'on puisse jouer dans les mêmes équipes et s'insérer sur les circuits standards e-sport. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de tout le monde. Maintenant, il y a aussi des expériences à côté. J'avais entendu par exemple des récits de tournois e-sport purement féminins qui avaient été des succès incroyables parce qu'en fait, il y avait un sentiment de sécurité des joueuses de s'inscrire sur ce tournoi-là. Oui. Donc, évidemment, il ne faut pas militer pour séparer les filles et les garçons. Je pense qu'il faut rester Mais ensemble. Sur le domaine du handicap aussi, je le vois, il y a des initiatives qui sont clairement destinées au public handicapé. Et ces initiatives ont aussi du succès. Donc, je pense que tous les modèles peuvent exister à partir du moment où il y a un public qui répond derrière, en fait. Ouais, je pense que ça peut être très positif et être un domaine où finalement on arriverait à être tous ensemble. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'expériences encore à faire et de faire émerger peut-être des nouveaux modes de jeu, quoi.
Il y a- Là-dessus, moi, je ne sais pas ce que pensent forcément les joueuses qui se lancent dans la ligue féminine, etc., qui participent à ces tournois-là, mais je rejoins un peu ton avis, où pour moi, normalement, dans le monde du jeu vidéo, il ne devrait pas avoir d'équipe mixte, en fait. Une femme ou un homme peuvent jouer ensemble, ils ont les mêmes compétences. Si on s'attarde sur le sport d'un point de vue musculaire, etc., on peut commencer à Oui, chipoter c'est si on ce veut. dont on parlait tout à l'heure. Là-dessus, il n'y a pas de c'est ça. souci. Mais dans le monde du jeu vidéo et de l'e-sport, pour moi, c'est pas sur la compétence en fait que ça va jouer. Le problème pour moi n'est pas là. Le problème est plus dans la gestion d'une équipe mixte. Et donc là, pour avoir déjà échangé avec plusieurs joueurs à des niveaux de ligue relativement importants, c'est surtout ça. Et bon, pour avoir fréquenté pas mal d'associations et voir comment ça se passe dans les équipes aussi, c'est toujours compliqué. Déjà, quand on a une femme qui vient jouer avec 4 hommes, déjà, c'est parce que généralement la tendance elle est comme ça. C'est si on a une femme qui vient jouer avec des hommes, si on va en avoir une ou deux, donc déjà l'équilibre n'est pas bien respecté, donc déjà ça commence mal. Généralement, il y a de temps en temps toujours une petite histoire d'amour qui peut arriver, des choses comme ça. Et après, c'est ennuyant en fait pour la gestion des équipes. Et donc moi j'ai eu beaucoup d'hommes qui, et je partage pas le point de vue pour le coup, mais qui trouvent ça plus simple à gérer de faire une ligue femme, une ligue homme. Au moins on est séparés. Et alors c'est pas un choix de compétence là, c'est un choix de gestion, c'est un choix d'organisation, mais c'est pas lié à la compétence. Et là-dessus je trouve ça dommage. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que c'est vraiment un milieu dans lequel on devrait pouvoir être Je sur de pense la aussi, mixité. peut-être le problème, c'est quand c'est des hommes qui décident qu'il faut faire une ligue féminine. Je pense que si c'est des femmes qui l'organisent, on On peut a dire, toujours ce bah ok, problème. elles y trouvent leur compte et elles trouvent qu'il y a un avantage, etc. Mais si c'est des hommes qui le font, c'est vrai que c'est discutable. Et pour en rester sur ce que tu as dit, on essaie de calquer les modèles du sport par rapport à l'e-sport. Ça va être la même chose par rapport au modèle du business pour lancer le business dans l'e-sport. Si on reproduit tout à l'identique, on va se retrouver au même problème qu'on a dans les industries classiques, dans le sport classique. Et typiquement, ce que tu viens de dire est totalement vrai. Si c'est un homme qui décide à la place d'une femme ce qu'on va mettre en place pour elle, moi perso, ça me pose problème, quoi. Récemment, je regardais justement donc une conférence sur la diversité aussi au sein même, donc dans le monde du jeu vidéo et au sein même des entreprises, où en fait, encore à l'heure actuelle, malheureusement, les femmes osent peu prendre des postes en fait, plus haut gradés. Mais donc, c'est vrai qu'il y a des vraies actions encore à mener par rapport à ça. Là, vous disiez tout à l'heure, j'aimerais bien revenir sur les exemples de bonnes pratiques que vous disiez. Là, par exemple, quand vous faites des festivals, des choses comme ça, vous êtes très donc, pour l'inclusion. Quelles actions réelles vous mettez pour dire aux femmes ou à toute personne de culture différente, vous êtes les bienvenus? Alors il y a un hashtag TousGamer. Le hashtag TousGamer, il a commencé à être utilisé en 2018 quand j'ai commencé à discuter avec des gens comme Xbox, comme Capgame, etc. Et aujourd'hui, ce hashtag, il est assez transverse. C'est-à-dire qu'en fait, TousGamer, ça veut dire effectivement que tu aies un handicap, que tu sois une femme, que tu sois petit ou grand, vieux ou jeune. En fait, tu peux être gamer avant tout. Donc ça, c'est un petit peu une bannière sous laquelle on peut regrouper énormément de causes et promouvoir l'inclusion de tous. Donc ça, c'est une chose. Après, moi, quand je suis sur des événements avec la casquette associative, évidemment, l'idée, c'est d'accueillir toutes les personnes. Donc on va toujours mettre un peu l'accent sur les solutions pour le handicap parce que c'est un peu le cœur de nos actions. Mais je sais que par exemple, j'ai parlé de Women in Game tout à l'heure. On se retrouve souvent sur des événements. Il y a des membres de Women in Game qui viennent nous aider aussi sur Paris Games Week, par exemple. Amelita est venue sur le stand nous donner un coup de main. Donc, c'est des gens qui n'hésitent pas à mettre plusieurs casquettes parce que finalement, les valeurs sont les mêmes, en fait. Donc je pense que c'est comme ça qu'on peut aussi faire avancer les choses, c'est en décloisonnant peut-être les actions de certaines assos, en disant en fait si je veux promouvoir le tous gamer, peut-être qu'en
en accueillement, en mettant en avant d'autres associations qui ne sont pas forcément sur le handicap, mais peut-être sur un autre sujet. On va ouvrir aussi un peu la façon de voir du public. De collaboration entre les associations qui permet de montrer qu'on peut faire tous ensemble. Vous, on en parlait un petit peu tout à l'heure par rapport aux événements, mais parce qu'il me semble que vous avez beaucoup de réseaux sociaux aussi. Exact. Est-ce que, justement, peut-être aussi pour attirer des femmes qui pourraient être le public cible aussi de votre gaming house de l'insertion? Parce qu'il y a aussi des femmes qui se retrouvent un peu perdues dans cette tranche d'âge-là, 16-25 ans. Bien sûr. Moi-même, j'ai fait différentes études, mais j'aurais beaucoup aimé pouvoir être aidée potentiellement d'une gaming house pour savoir vers quoi aller réellement. Est-ce que ces réseaux sociaux qui nous aident à mettre des choses un peu en avant, vous les utilisez? Les réseaux sociaux, c'est sûr. Et pour la mission locale, c'est l'innovation au sens large du terme. Je connais pas l'ensemble des missions locales, mais typiquement sur la mission locale d'Aix, donc on a forcément la Gaming House, mais on a également un studio de régie totalement équipé qui facilite forcément tous les lives à travers LinkedIn, à travers TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. Donc c'est vraiment un levier pour nous. Mais après, c'est vraiment le travail même de la mission locale au quotidien qui permet de parler du projet à tous les jeunes du territoire. Et c'est vraiment comme ça qu'on touche aussi tous ces jeunes-là. Et encore une fois, le tout, c'est de les amener, en fait, de les amener la première fois dans le lieu. Une fois qu'ils sont venus, ils disent waouh, c'est génial. Et après, on sait comment ça marche. Et ils rentrent, ils en parlent à un copain, à une copine. Et après, ça vient naturellement. Le tout, c'est de choper les premières personnes. Pour l'anecdote, il y a 2 semaines, on a fait un événement. Il y a 2 jeunes filles qui sont passées parce qu'elles ont vu qu'il y avait de la lumière. Et donc, il y a de la lumière, je suis entrée. Exactement, mais d'où l'importance de vraiment communiquer et à quel point on a encore tout à faire. C'est que ce sont des jeunes filles du quartier et qui ne savaient même pas encore exactement ce qui s'y passait, ce qui s'y faisait. Donc on est content de ce qu'on fait, mais on a encore tout à faire en termes de communication pour avoir de plus en plus de jeunes qui soient au courant qu'on existe, quoi. Et oui, c'est vrai que là, moi, j'ai eu la chance de vous découvrir grâce à ma préparation de cette table ronde, mais malheureusement, j'avais jamais encore entendu parler de vous. Après, encore une fois, la volonté. Pour autant, on n'est pas si loin que ça. On n'est pas si loin que ça, mais la volonté première était forcément de faire pour pour la votre, ville. Mais même là, on voit déjà que Aix est quand même réputée pour être une ville étudiante. Vu le nombre d'étudiants qu'on a à Aix-en-Provence, on devrait avoir beaucoup plus de monde que ça qui devrait parler de la Gaming House. Mais c'est pas simple d'aller toucher tous ces jeunes, quoi. Vu qu'ils sont sur les jeux, sur les streams, sur les médias, sur les réseaux, il faut qu'on ait davantage dessus et la mission locale pour le coup le fait déjà très bien, quoi. On a encore un peu besoin de temps. Ah, je crois qu'on n'entend plus. Allô, allô. Vous m'entendez là, c'est bon? Ah d'accord. Je peux pas faire mieux, hein. Ah, c'est à cause de l'autre scène en fait. En fait, tout va être après, tout est enregistré. Donc, il y aura une rediffusion, mais ils essayent de faire en sorte que toutes les scènes ne se fassent pas trop. On a la scène principale là qui a pris beaucoup de. Là, c'est que monsieur. Allô? Ange? Toujours pas? C'est Si. bon? Ouais, c'est bon. Voilà. C'est bon a priori? Vous avez entendu? À la tour de la ouche. Merci à vous. Alors, je dirais, j'ai encore une question assez importante. Peut-être que vous allez vous sentir. Bon, j'aimerais bien avoir votre point de vue. À votre avis, au niveau des acteurs en fait dans le monde de l'e-sport, qu'il s'agisse des organisations, des joueurs, là, ça ne va pas forcément traiter de vous, mais d'une question globale. Au niveau des organisations, donc des joueurs ou des spectateurs, comment on pourrait contribuer activement à promouvoir la diversité? Quels conseils vous donneriez aux gens par rapport aussi à vos expériences et à vos travails respectifs? Qu'est-ce que vous diriez aux gens pour nous aider tous à promouvoir la diversité? Quel comportement, quels bons gestes, quelles bonnes actions Donc là, on est dans l'e-sport, hein. On est dans l'e-sport, mais je pense que plus globalement, on peut aussi parler du jeu vidéo. Disons que
que ce soit les joueurs, que ce soit les organisateurs, il y a eu quand même une prise de conscience par exemple sur la question du handicap qui augmente au fur et à mesure des années. Donc nous en 2019 par exemple, on avait cette fameuse équipe qu'on a commencé à emmener sur différents événements, les inscrire sur des concours. Et on avait une collaboration totale de l'organisation. Donc, que ce soit Paris Games Week, que ce soit Gamer Assembly, par exemple, on avait été très très bien accueillis. Et l'idée était vraiment d'échanger pour que les joueurs qui sont, par exemple, en fauteuil roulant puissent accéder aux espaces de tournoi, pour que ceux qui ont besoin d'un matériel particulier puissent l'utiliser correctement sur l'espace de tournoi, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui se font petit à petit, de plus en plus. Il y a encore beaucoup de questions, hein, parce que sur des tournois, on va dire tournois amateurs, ça peut être assez facile. Sur des tournois professionnels, il y a encore des questions très très importantes qui se posent, comme l'homologation du matériel qu'on va utiliser. Aujourd'hui, si je vais sur un tournoi avec un gros cash prize, je ne peux pas arriver avec un truc fabriqué dans mon garage. Or, il y a des joueurs qui jouent avec des trucs fabriqués dans leur garage. Donc, il y a ces questions-là qui sont encore à traiter. Et la difficulté, c'est que dans l'e-sport, chaque compétition est gérée par l'éditeur du jeu. Donc, en fait, ça fait beaucoup d'interlocuteurs. Et que si on veut traiter ça de manière globale, ce n'est pas forcément évident. Ce n'est pas très uniformisé, tout ça. Donc, il y a des initiatives qui visent à essayer de structurer tout ça. Donc, je sais que Francis Sport, par exemple, nous connaissent et c'est des questions qui sont abordées régulièrement quand on se voit. Mais je pense que c'est là où il y a un gros effort à faire. C'est effectivement organiser l'e-sport pour que les personnes en situation de handicap puissent s'insérer correctement et venir avec leur matériel, leur environnement qui leur est propre et pouvoir jouer. Donc ça, c'est encore un défi. Je parle vraiment de l'e-sport professionnel. Après, si on parle de l'accueil des joueurs, de la bienveillance, il n'y a aucun problème. Je veux dire, moi, j'ai fait des événements avec... il y avait des streamers, des joueurs vraiment très connus qui ont donné de leur temps pour des événements caritatifs. Donc, il y a une prise de conscience et ils ont envie d'aider. Les joueurs qui ont une grosse visibilité ont envie de venir aider et ils le font. Je pense qu'on le verra encore à l'occasion du Téléthon, là. Mais c'est plus sur la partie compétitive elle-même où je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Là. Au niveau du matériel que vous concevez, ils sont homologués du coup, cette question? C'est vrai que... Alors par exemple, si on utilise le système Microsoft, qui est reconnu comme une manette de jeu sur les consoles ou PC, on peut considérer que du coup c'est homologué puisque c'est un produit officiel Xbox Microsoft. Mais après, en fait, on va pouvoir connecter dessus une infinité de périphériques différents sur mesure. Et donc là, c'est vrai que la question, enfin, il y a un flou en fait. Il y a un flou. Est-ce que tout ce que je branche sur le système Xbox devient homologué parce que ça passe par la plateforme Xbox? Je ne sais pas. Aujourd'hui, personne n'a vraiment répondu à cette question. Parce que j'ai cru voir aussi passer des infos comme quoi, vous savez, par rapport aux cheats, il peut y avoir un problème justement aussi, il me semble. J'ai cru voir passer des petites infos comme ça. En fait, quand on interroge les personnes, les joueurs en situation de handicap, il y en a beaucoup qui utilisent des petits matériels non officiels, qui sont des convertisseurs, qui permettent par exemple de brancher une manette d'une marque sur une console d'une autre marque. Ça rend compatible les matériels sur les consoles des concurrents. Donc par exemple, imaginons un joueur qui a une manette PS4 qui peut jouer que avec cette manette-là parce que la morphologie lui convient. Mais en fait, avec ces adaptateurs, il va pouvoir jouer sur une console Xbox ou l'inverse. Or, ces matériels-là sont aussi connus pour pouvoir être programmés, optimiser des actions de jeu, faire du tir automatique sur les jeux de tir par exemple, ou optimiser la visée, etc. Et donc c'est considéré comme de la triche.
Donc oui, il y a un problème aussi à ce niveau-là parce que c'est une réalité, ces matériels sont utilisés dans le domaine du handicap, mais ils sont réputés pour être des matériels de triche. Donc là aussi, il faudrait peut-être créer des versions de ces adaptateurs qui ne permettent pas de tricher et que ce soit du matériel autorisé. Mais là, on en est loin parce que c'est des fabricants qui sont en Chine, à Taïwan, qui importent le matériel sur le monde entier et ils n'ont pas du tout ces considérations-là, quoi. Oui, parce que j'avais même vu l'idée d'identifier chacun des joueurs qui utiliserait ce matériel. Est-ce qu'en fait, ça serait possible d'identifier, d'avoir comme un ID spécifique au joueur qui a besoin d'utiliser ce matériel-là? J'en perds mes piches. Tout est faisable, hein, techniquement. Mais là, il y a eu une petite polémique parce que Microsoft a annoncé il y a quelques semaines qu'ils allaient bloquer tous les périphériques non officiels. Donc, dans le domaine du handicap et de l'e-sport, enfin, des joueurs et de l'accessibilité au sens large, il y a eu un gros mouvement de panique parce que beaucoup de joueurs se sont dit mais moi j'utilise tel adaptateur, tel matériel, c'est pas officiel, donc ça va être bloqué, je ne pourrai plus jouer. Bon, en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça parce que finalement, tous les tests qu'on a pu faire pour le moment, il n'y a pas de changement et les joueurs semblent continuer à jouer avec leur matériel. Mais clairement, ça, c'est un pas vers la lutte contre ces phénomènes de triche. Donc, je pense techniquement, il y a des choses qui sont possibles. Pourquoi pas identifier les joueurs et leur donner une sorte de clé d'utilisation spécifique parce qu'ils en ont code besoin. unique, Oui, peut-être. Seulement Pourquoi pas, utilisable par eux, quoi. ouais. Ouais. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez de la question de départ? Les gros enjeux au niveau de la diversité, c'est ça? Oui. Euh, Au niveau des organisations, est-ce Moi, que je pense- vous auriez des actions? Je pense que le pro, pour le moment, a fait ce qu'il avait à faire. Donc toute la scène Top FR est en place. Les clubs sont structurés, ils ont du staff qui est compétent. Je pense que maintenant, c'est au milieu amateur de se développer davantage, mais pas parce qu'il existe en soi. Tout le monde le sait que le monde amateur représente peut-être 95% de la pratique en France. Mais il faut que ce soit réel maintenant. Il faut qu'on ait des vrais. Alors il y en a, hein, je ne veux pas cracher sur ce qui existe déjà, absolument pas, mais il en faut davantage. Davantage d'associations avec des personnes qui sont compétentes. Alors est-ce que c'est en associatif? Est-ce que ce sont des écoles? Est-ce que je ne connais pas, je sais pas le format, le bon format, mais je pense que tout ce problème de toxicité, d'exclusion ou d'inclusion va passer par l'encadrement. Et donc, qui dit encadrement dit ouverture de clubs, ouverture d'associations qui vont permettre à toute petite échelle d'avoir justement des coachs qui sont qualifiés, qui ont les compétences pour pouvoir encadrer humainement un joueur. Donc, pas seulement sur le plan du jeu, mais également sur le plan humain qui va le permettre de l'encadrer sur sa toxicité, sur sa bienveillance envers ses mates, sur l'exclusion, sur les insultes, sur tout ce qu'on connaît et qu'on n'aime pas dans le monde du jeu vidéo. Et une fois que ce mouvement de masse va pouvoir s'accomplir, s'opérer, je pense qu'il y aura déjà la toxicité va diminuer, l'inclusion sera meilleure, parce que pour moi, c'est à travers l'éducation et à travers la formation qu'on va traiter ces problèmes-là. Et je ne suis pas convaincu que laisser le poids au club top 1%, c'est pas eux qui vont réussir à gérer tout le problème. Eux, ils sont irréprochables, ils font ce qu'ils ont à faire. Il faut qu'il continue. Et là, je pense typiquement, ce qui était très bien, c'est la Carmine qu'il a initiée là, suite à un joueur qui a eu, un fan qui a eu un problème. Ils ont remis l'appel à l'aide, ils ont remis l'ouverture à la discussion, comme quoi justement les clubs ont cette obligation aussi d'écoute et d'être présents pour leurs fans. Ils sont des relais, et donc forcément, si les clubs majeurs le font, au niveau associatif, au niveau amateur, si on suit le mouvement. Ils sont un exemple aussi. Exactement, ils sont un exemple et il faut suivre cet exemple-là. Absolument, absolument. Formidable. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier sujet qui vous plairait d'aborder? On en a beaucoup dit. C'était que du bonheur pour moi, très instructif. Est-ce qu'il y aurait un mot supplémentaire, une anecdote aussi, pourquoi pas? Quelque chose d'un peu rigolo ou quelque chose que vous voudriez raconter qui s'est passé récemment?
Il doit y en avoir beaucoup en fait. C'est des fois, on les perd. Il y a des questions, il faut les donner avant pour qu'on puisse préparer. Alors celle-là, c'est pas écrit. C'est ma question de surprise. Bon, non, enfin, moi, je peux raconter, c'est que moi, au tout début du projet, c'était 100% artisanal. Je faisais vraiment, je prenais des manettes de jeu, je les démontais, je récupérais l'électronique. C'était vraiment du bricolage à fond. Et un des premiers joueurs qui est venu vers moi, il s'appelle Yannick, et en fait, il m'a dit, bah, je sais pas si tu as déjà fait des manettes comme ça, mais moi, j'ai besoin de jouer avec ma bouche. J'ai très 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 peu de mobilité au niveau des doigts, il faut que je joue avec ma bouche. Et je lui ai fait un truc au début, je pense que c'était un peu n'importe quoi. Enfin, une deuxième version. Un an après, une troisième version. Et en fait, c'est quelqu'un, ça fait 6 ans qu'on échange. Et on ne s'est même pas encore rencontrés en vrai. C'est-à-dire qu'on a tout fait à distance. Il n'a pas une mobilité très facile, donc il ne peut pas forcément se déplacer sur des événements. Mais moi, je trouve ça super parce que en fait, j'ai des centaines de demandes chaque année. Mais lui, c'est régulier. Et là, par exemple, on a distribué un petit joystick tactile donc, qui est compatible avec les consoles de jeu. Donc, c'est intéressant. Et tout de suite, il m'a dit, tiens, j'ai jamais essayé ça. Et c'est vrai que pour moi, c'est pas mal parce que ma mobilité qui est faible, un truc tactile. Donc voilà. Donc, ce qui est super, c'est qu'il y a des rencontres comme ça qui s'inscrivent dans le temps. Et je continue à lui faire essayer des nouvelles idées. Et donc lui, il améliore sa façon de jouer. Il est passé d'un truc totalement bricolage à la plateforme Microsoft. Maintenant, il a un nouveau joystick tactile qu'il va recevoir dans 2 jours. Donc voilà, moi je trouve ça, ça me motive beaucoup d'échanger avec des gens comme ça qui progressent et qui s'intéressent à ce qu'on fait toujours et qui sont, et quelque part on voit qu'en fait il a toujours des besoins. C'est ça la leçon aussi que je tiens, c'est qu'en fait sa configuration de jeu elle est toujours pas parfaite. Donc il faut continuer à l'accompagner. Un peu en fait comme tous les joueurs, je dirais lambda, on a aussi envie de changer de matériel de temps en temps. Oui, c'est vrai. Oui. Est-ce que vous pourriez, je viens de penser, nous décrire peut-être un ou deux de vos équipements? C'est-à-dire, par exemple, pour un certain handicap, quel équipement est utilisé? Alors historiquement, comme mon beau-fils il est tétraplégique, j'ai eu beaucoup de demandes de joueurs tétraplégiques. Donc en fait, tétraplégie, je fais un petit rappel, ça veut dire que les 4 membres sont atteints par une paralysie, mais ce n'est pas forcément total. Donc des tétraplégiques, il y en a à tous les niveaux, et il y en a énormément qui ont une mobilité des bras. Donc on a des fois l'image du tétraplégique comme dans le film Intouchable, où il ne bouge que la tête. C'est faux en fait, il y en a énormément, ils ont une mobilité des bras, mais elle n'est pas totale. Donc les 4 membres sont atteints par une paralysie. Donc pour ces joueurs, en fait, on a beaucoup de matériel assez gros parce qu'il n'y a pas la motricité fine. Donc on est sur des gros joysticks, des gros boutons, un peu comme des sticks arcade. Voilà, mais où on va organiser la position des éléments en fonction du confort de jeu de la personne. Et par la suite, j'ai travaillé avec l'AFM Téléthon. Et donc là, j'ai vu venir des personnes avec des myopathies, avec des maladies neuromusculaires, donc une déficience musculaire qui fait qu'il y a une motricité fine, mais il y a très peu de force musculaire. Et donc là, on n'est pas du tout sur les mêmes équipements. Il faut des boutons extrêmement sensibles. Ils font des petits joysticks qui vont être très très sensibles et très souples à utiliser. Donc là, on est sur des matériels qui n'ont rien à voir. On va beaucoup plus utiliser la bouche, le menton pour manipuler les éléments. Et puis le troisième cas, que j'ai eu beaucoup, c'est les personnes qui jouent avec une seule main. Parce qu'il y a énormément de causes possibles. J'ai vu beaucoup de personnes ayant fait des AVC, avec des séquelles importantes, donc où il y a une hémiplégie, évidemment des amputations, des malformations, quelle que soit la cause, des gens qui jouent avec une seule main. Donc là, on va modifier des manettes pour donner tous les contacts d'un seul côté.
Donc c'est vraiment ces 3 cas typiques, on va dire, que je traite régulièrement. Mais c'est totalement passionnant, vraiment. C'est formidable. Vraiment, merci. Heureusement qu'il y a des personnes comme vous pour aider. C'est trop beau. Merci Merci. beaucoup. Une anecdote, quelque chose à raconter, Ouais, plutôt un plutôt défi relevé. un point, un point où là je vois que l'avancée, il y a eu une grosse avancée pour le coup, c'est sur la libération de la parole autour du jeu vidéo dans le cadre professionnel. Donc tout ce qui est transférabilité de compétences, en fait, ça c'est un point, si on a 3 minutes. Ah oui. Allez-y. Je trouve ça super parce que bah, typiquement, moi jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, sur un CV, le fait de jouer aux jeux vidéo était relativement mal vu. Donc c'était quelque chose qu'on ne mettait pas en avant parce que ben, voilà, tous les clichés et toute la stigmatisation qu'il y avait autour du jeu vidéo. Or qu'en réalité, j'ai développé beaucoup de compétences à travers les jeux vidéo. Et le fait de pouvoir aujourd'hui en parler librement, faire prendre conscience aux jeunes que certes, il y a l'aspect fun dans le jeu, mais il y a également toutes des compétences qu'on développe et qu'on peut mettre au sein de son activité professionnelle. Typiquement, moi je me souviens, allez, je devais avoir 13-14 ans, dans l'équipe Counter-Strike, il y a ce qu'on appelle le leader in-game. Le leader in-game, c'est celui qui est en capacité de diriger entre guillemets son équipe. Ça s'appelle être un manager en fait aujourd'hui dans le monde du boulot. Réussir à comprendre ce que fait l'adversaire, s'adapter à la réaction de l'ennemi, réussir à enchaîner des rounds pour aller chercher une victoire. Ça s'appelle de la résilience. Alors en français, c'est. Oui, les pardon. rounds, c'est- Ouais, désolé, un round c'est. Mais moi, je n'ai même pas la traduction. Un moment de jeu, on va l'appeler comme ça, qui dure 1 minute 30, 1 minute 45 Et qui se répète. Et qui se répète. Et le but, c'est de faire 15 rounds, enfin 16 du coup, pour aller chercher la victoire. Et donc ça, c'est faire preuve de résilience, c'est faire preuve de... Voilà, d'atteindre j'aurais bien aimé une liste non exhaustive de toutes les compétences qui Oh, il y a- peuvent il y a- être développées grâce aux jeux vidéo. Il y en a plein. Il y a l'adaptabilité, la polyvalence, la résilience. Je pense que c'est les trois plus grosses. L'entraide, le compétences que j'ai. travail d'équipe, la concentration, Par exemple, quoi d'autre? l'état d'esprit, je l'ai dit déjà. Non. Ouais. Un truc similaire, j'ai dit. Donc en effet, je pense que c'est vraiment important aujourd'hui que on puisse se rendre compte qu'on développe ces compétences-là et qu'elles peuvent nous être utiles au-delà du jeu vidéo et ne plus avoir peur de mettre sur son CV qu'on est un fan de C'est jeux vrai. vidéo, qu'on est un gamer passionné, parce que je pense que les entreprises ont beaucoup attiré justement des profils gamers et ça devrait plutôt être un point bonus en fait de le noter sur le CV qu'autre chose quoi. En général, tous les joueurs de jeux vidéo à l'heure actuelle prennent des douches, hein. C'est ça. C'est fini. Je ne sais même pas si ça a vraiment existé, hein, ce cliché-là. Je suis pas certain, quoi. J'en connais. C'est un cliché, du coup. Qui restent en pyjama toute la journée quand on prend des douches. Je rate ma mère en disant ça. Pardon. C'est pas ma mère, hein, du coup, mais. J'imagine. Non, mais c'était. J'ai adoré. Merci beaucoup, messieurs, pour cette formidable table ronde. Je pense qu'on est allé au-delà de toutes les questions auxquelles j'espérais répondre. Tant mieux. Hein. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, c'est le cas. Merci beaucoup aussi à toutes les personnes qui se sont arrêtées, qui nous ont écoutés et qui regarderont aussi cette formidable rediffusion. C'était enrichissant. Je trouve ça... moi, c'est mon univers, alors j'en suis passionnée et de rencontrer des personnes qui sont aussi passionnées que vous et des personnes qui s'intéressent aussi à nos passions et qui les partagent, c'est que du bonheur. Donc, j'aurais presque des frissons. Merci infiniment. Merci David. pour l'invitation. Merci Corentin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Il y a un petit peu de matériel Oui, c'est ce que près de j'allais dire, l'entrée oui. là-bas. Tout à fait. Alors, à l'entrée du festival, juste en face de nous, il y a une partie médiation numérique et qui présente également du matériel d'Andy Gamers. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir. On fait également, justement, aussi, on explique tout ce qui est PEGI et pictogrammes autour des jeux vidéo. Vous savez, ce petit 3, 7, 12, 16, 18 ans, qu'on ne sait jamais trop à quoi ça correspond, ni pourquoi, ni exactement tout ça. Donc, tout là-bas est expliqué. Et il y a aussi des exemples, justement, de jeux vidéo qui expriment et expliquent quelles compétences on développe grâce à ces jeux. Donc, voilà, c'est formidable.
passez un très bon festival. Profitez-en. Et que du bonheur à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.